Oh là là. C'est insupportable, j'ai envie de dire, mais bon. La caravane Scholz s'est rendue à Pékin pour poser les jalons d'un accord de paix avec la Russie. Avec la Chine comme messager privilégié. Le truc, c'est que la musique était en train de nous raconter une histoire de fin de l'Empire. Et donc, c'est de ça qu'on parle, avec son flair inimitable pour l'analyse économique imprégnée d'une profondeur historique, le dernier essai du professeur Michael Hudson, écrit à l'origine pour un public allemand, présente un parallèle étonnant entre les croisades et l'actuel ordre international fondé sur les règles imposées par l'hégémon. L'hégémon, c'est un terme que même Dugin utilise maintenant couramment. Et c'est un terme qui nous tient beaucoup à cœur parce que nous avons des affaires en cours qui parlent de ça. L'article de Michael Hudson, c'est celui qu'on avait vu au numéro 1 de cet épisode quand il était question du TINA. Qu'est-ce que le TINA? There is no alternative. Qu'est-ce que le there is no alternative? Tel que le FMI et la Banque mondiale sont censés être suivis par leurs satellites sans poser de questions. Pourquoi ils font ça? Il faut remonter le fil jusqu'à l'histoire lointaine. Ce que fait Michael Hudson dans cet article phénoménal, mais extraordinaire, magnifique, sublime, magistral, où il fait le parallèle stupéfiant, hallucinant, entre le Moyen-Âge, qui est complètement dépravé et invraisemblable, et l'actuelle période que nous vivons, qui est totalement dépravée et invraisemblable. Et on a exactement les mêmes traits de caractère qui surgissent, et c'est ces parallèles qui sont stupéfiants à lire. Il en se trouve quelques-uns, un certain nombre, dont principalement l'accusation d'autocratie, qui elle-même était encore un autre sujet abordé par Lester Crook dans un de nos nombreux précédents épisodes. C'était par là, je crois. Attends, ce qui me l'a fait. Attends, ouais, Biden saura-t-il s'arrêter? Ah, je te fais deuxième itération. Nous sommes dans le. Comment ça s'appelle déjà? L'opposition entre la démocratie et l'autocratie. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc. Alors attends, je te le trouve. Bien qu'il dise qu'il n'a pas envie d'une guerre avec la Russie, gna gna gna, et qu'il ne la permettra pas, gna gna gna, aime vanter l'idée que notre démocratie est menacée. Nous avons l'obligation de devoir et la responsabilité de défendre, de préserver et de protéger notre démocratie. On les entend bien, hein, les mecs du Moyen-Âge. Biden ne fait pas référence à la démocratie générique dans son ensemble. On l'avait déjà lu celui-là, mais je vous le remets parce que c'est magistral, c'est fondateur. Mais spécifiquement à l'hégémonie élitiste libérale des États-Unis, alias de notre démocratie. Et à leur prédilection pour les guerres perpétuelles à l'étranger qui sont menacées, pas seulement en Ukraine, mais aussi à Samarcande. Alors ça, c'était le sujet de l'été dernier, c'était énorme. Là aussi, on était remonté dans le passé lointain pour mieux comprendre le présent. Où les géants eurasiens tels que la Chine, l'Inde, la Russie, le Pakistan, l'Iran intègrent leurs économies à de nouveaux niveaux et permettent de créer un système commercial communication et de communication rivale, loin du dollar. Et la question, c'est évidemment ce qui nous explique ici le mot le plus important, élitiste, libéral. Élitiste, libéral, élitiste, libéral. C'est ça, notre démocratie. Et donc, à ceci, la doctrine Biden, comme l'appelle Aleister Crowley, c'est de dénoncer les autocraties. Alors, j'ai fait une analyse dans le précédent numéro 1 épisode
l'avant-dernier épisode, une analyse qui était... j'étais tellement content de la faire, j'ai même pas fait exprès que je vais la mettre par écrit parce que c'était trop bien, sur la façon dont on peut déplacer euh, les... comment ça s'appelle? Les accusations qui peuvent être faites à un dictateur, un hégémon. Il est capable de déplacer euh, toutes ces accusations sur un autre ennemi, son ennemi, et de le montrer du doigt de façon à continuer à se perpétrer sa stature de dictature. Et ça, c'est assez phénoménal parce que, en ce moment, entre parenthèses, j'étudie les systèmes médiatiques. Et la question des systèmes médiatiques, c'est un peu la même au niveau de la conception et de la structure de l'information. C'est la même chose qui se passe, c'est le même concept qui est utilisé, et très souvent, c'est le même concept qu'on retrouve à de nombreux endroits. C'est ce concept-là de déplacement de l'accusation, de la même manière qu'on déplace le fait de ne jamais parler au premier degré, et pour accuser l'autre de ne jamais parler au premier degré, et donc donner l'impression qu'il ment, alors qu'en fait il dit la vérité, simplement. Et c'est la même chose qui se passe avec le système médiatique qui est capable d'embrigader les gens. Alors je vais aller vite, hein, mais bon, ce sera une autre étude. Embrigader les gens de façon à leur confisquer leur confiance en soi, tout en leur fournissant une nouvelle confiance en soi. Et donc, ça devient une drogue, la télévision, parce que c'est ici que les gens échangent leur confiance en eux contre une nouvelle confiance en eux. On leur prend leur confiance en eux, on leur vend une autre pseudo-confiance en eux qui, elle, est de bien moindre qualité, qui tient pas longtemps et qui s'effrite très vite, de sorte que on arrive à une situation de manque où les personnes ont besoin, encore besoin, des médias pour retrouver cette fameuse confiance en soi qui leur a été dérobée. Ça, c'était mon analyse personnelle. Mais c'est pour dire que le concept de... Alors, je te le fais, aller-retour simultané. Ce concept est très très pratiqué. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive dans une situation basée sur des techniques de la guerre hybride, etc. La question... t'as remarqué que lui, il a utilisé le même terme. Attends. Oui, voilà. Le même terme, je reviens, de hégémonie. Donc, élitiste libéral, ça c'est le libéralisme décrété, décidé, réglé, dont les règles sont édictées par une élite, donc un libéralisme paramétré au profit des élites. De toute façon, ça ne peut pas mener bien plus loin que ça, le libéralisme, mais bon, il y a une forme de... Comment on va dire? Oui, bon, auto-régénération, à un moment donné, de ouais, rétroactivité. Enfin voilà, je ne sais pas si l'idée va être comprise précisément, mais élitiste libéral, c'est extrêmement, c'est limite tautologique en fait. Le libéralisme entraîne l'élitisme et l'élitisme décide des règles du libéralisme, de sorte que le libéralisme renchérisse encore l'élitisme et ainsi de suite. Donc tu vois, c'est un système euh, qui fonctionne par autosustentation, comme les missiles hypersoniques, c'est le même principe. C'est important de comprendre les principes et ensuite de voir comment ils se déclinent. C'est vraiment essentiel, hein. C'est ça la science en fait. Donc cette hégémonie, c'est le terme aussi employé. Tan, tan. Ici, on a chez Michael Hudson. Non, c'était d'abord lui qui nous parlait de l'hégémon, voilà. Et c'est aussi ça, le sujet principal de Michael Hudson. Cet article, il faut en faire un discours rapide, mais bon, vais-je le faire? Un petit résumé? Mais c'est une incartade déjà, donc à la limite, ça sera peut-être un autre épisode. Parce que là, la question, c'est de revenir à la caravane Scholz. Parce qu'on a vu qu'il n'y est pas allé tout seul, Scholz en Chine, il y allait accompagné
d'une clique sélectionnée sur le volet d'industriels désireux de ne pas se laisser ruiner la gueule par la politique américaine. Donc, reprenons. Professeur Hudson, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, hein, juste il faut le voir vite fait, c'est que Hudson fait un rapprochement entre l'histoire passée du Moyen-Âge, comment ça fonctionne dans les principes, l'autocratie de Biden et les pays qui résistent à cette prise de contrôle par la financiarisation et la privatisation. En pratique, la rhétorique états-unienne signifie la promotion de sa propre croissance économique et de son propre niveau de vie et maintient la finance et la banque comme des services publics. Il s'agit essentiellement de savoir si les économies sont planifiées par les centres bancaires pour créer de la richesse financière en privatisant les infrastructures de base, les services publics, les services sociaux, ainsi que les soins de santé, donc tout privatisé, hein, rien à foutre, ou si elles augmenteront le niveau de vie, de prospérité en maintenant la banque et la création monétaire, la santé publique, l'éducation, les transports et les communications entre les mains du public. C'est la question principale qui se pose. Ça, c'est ce qu'ils appellent une autocratie. Ce qui détermine une autocratie, c'est soit on privatise, soit on laisse au public. Et donc, la question, c'est qu'aujourd'hui, on appelle autocratie ce qui laisse aux mains du public. Et on appelle démocratie ce qui privatise l'infrastructure. Hein, c'est un petit peu le contraire, non, les gars? Mais bon, c'était pour dire que dans cet article, au-delà de cette présentation des personnages de l'histoire, il va nous ramener à Frédéric II. Mais bien plus loin que ça encore. La séparation des églises d'Orient et d'Occident, le grand schisme. Oh là là, mais c'est vrai qu'il faut en parler de cet article parce que c'est phénoménal. Nous, on a fait un tag du coup, schisme, qui permet de cibler le moment où le monde se fracture en deux. Et nous l'avions déjà élucidé, compris. Ah, il n'y a pas eu le tag schisme là-dedans. Ah bah attends, je vais te le mettre. Schisme. On a le gaz de schiste. Voilà, grand schisme. Il n'y était pas, donc voilà. Il faut le mettre. Hein. Le grand schisme, ça nous permet d'avoir toute une série d'articles. Ça remonte surtout au printemps dernier. Le monde se divise en deux, etc. Et c'est ce qui a engendré la catégorie grand changement, grand shift. Et ce schisme, lui, il a aussi compris que c'était la même chose que ce qui s'était passé lors de la séparation des églises d'Orient et d'Occident, sachant que l'église d'Occident est devenue mauvaise et que les gentils se sont séparés pour créer l'église orthodoxe. Et donc, le pendant de l'Europe médiévale à la nouvelle guerre froide des États-Unis d'Amérique contre la Chine et la Russie, ce fut la séparation des églises d'Orient et d'Occident de 1054, il y a 1000 ans, exigeant un contrôle unipolaire sur la chrétienté. Léon IX excommunia l'église orthodoxe centrée à Constantinople et toute la population chrétienne qui en faisait partie. Donc il y a eu une excommunication. Ça c'est important, ça va revenir, parce que c'est ça, hein, les sanctions, le cancel, machin, c'est une excommunication, c'est la même chose, ce sont les mêmes concepts qui sont à l'œuvre. Et on peut changer les mots, mais les concepts, si ce sont les mêmes, on parle donc bien de la même chose. C'est pour ça aussi que quand on a la question du nazisme, du racisme, ce sont que des applications d'un système et d'un concept qui, lui, doit être le centre de notre attention et non pas un de ces avatars, même pas avatar, une de ces applications, c'est le seul mot qui me vient. Le racisme et le nazisme sont des applications d'un concept qui peut se résumer comme l'excommunication. Et c'est un concept qui s'applique aussi à beaucoup plus de choses dans la société contemporaine que le simple et stupide racisme que personne ne pratique. Hein, c'est totalement... Ça n'existe que en politique, le racisme. Ça n'existe même pas dans la vie publique. C'est un truc imaginaire de nos jours. Par contre, la discrimination sur des prétextes fallacieux,
Il n'y a pas de problème, on en trouve autant qu'on en veut. Et d'ailleurs, c'est toujours la même histoire, hein, on arrive à accuser quelque chose de tous les maux, de façon à mieux pouvoir laisser se faire tous les crimes qui relèvent de ce même mal. On arrive à cacher des crimes en révélant un autre. On en révèle un qui est factice, de façon à laisser se faire 10 000 autres crimes qui sont passés sous silence. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis, depuis toujours. C'est fulgurant. Il faut quand même commencer à se méfier, hein, les gens, à essayer de penser en termes de concept. C'est bon, c'était un message important. Et donc, l'Église orthodoxe centrée à Constantinople, toute la population chrétienne en faisait partie. Un seul évêché, Rome, s'est coupé de l'ensemble du monde chrétien de l'époque, y compris les anciens patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Constantinople et de Jérusalem. Incroyable, je ne savais pas que ça c'était un patriarcat. Bon, d'accord. Et il va continuer à faire des parallèles comme ça, de nombreux parallèles entre l'histoire lointaine et le présent. Et c'est de là que vient le TINA, There is no alternative, où aujourd'hui l'équivalent d'un tel pouvoir idéologique d'excommunier les hérétiques qui résistent aux demandes d'obéissance et de tribut serait l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale, le FMI, qui dictent des pratiques économiques et fixent les conditionnalités que tous les gouvernements membres doivent suivre sous peine de sanctions US. La version moderne de l'excommunication des pays qui n'acceptent pas la suzeraineté des États-Unis, la clause 19, alors ça c'est important parce qu'il y a plusieurs clauses, il y a la clause 27, qui permettait au pape d'absoudre les sujets de leur fidélité à des hommes méchants. Encourager la version médiévale des révolutions de couleur, donc association d'idées ici. Et pareil, la clause 19 des dictats stipulait que le pape ne pouvait être jugé par personne. Le pape ne pouvait être jugé par personne. Tout comme aujourd'hui, les États-Unis refusent de soumettre leurs actions au jugement de la Cour internationale de justice. De même, aujourd'hui, les dictats des États-Unis via l'OTAN et d'autres organismes tels que le FMI et la Banque mondiale sont censés être suivis par leurs satellites sans poser de questions. Et de là vient le fait que, comme Margaret Thatcher l'a dit à propos de la privatisation néolibérale élitiste, qui a détruit les secteurs publics, il n'y a pas d'alternative. En d'autres termes, vous devez accepter la suzeraineté. En d'autres termes, le pape ne peut être jugé par personne. Voilà la vraie nature du There is no alternative. Ce n'est pas une... contrairement à ce que ça pourrait donner comme impression, ce n'est pas un constat d'ordre scientifique et pragmatique en disant « Oui, on a essayé 2-3 trucs, ça ne marchait pas, on a tout essayé du mieux qu'on a pu, mais tout ce qui nous reste de valable, c'est la privatisation néolibérale. » Il n'y a pas d'alternative. En réalité, la vérité, c'est nous ne sommes pas possibles à... Tout ce qu'on dit n'est pas possible à remettre en question. Tout ce qu'on dit est parole d'évangile. Nous sommes suzerains. Nous décidons à votre place et nous imposons par la force cette privatisation néolibérale de tout. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes pris au piège. Vous êtes dans une voie sans issue. Il y a des murs partout et il y a les soldats sur la seule sortie qui reste. Donc, si tu veux sortir, tu te prends une balle. Si tu sors par le mur derrière, tu te prends une balle, etc. T'es coincé, t'es foutu. Ben voilà l'idée, hein. Faut bien comprendre. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel ça fonctionne. Pareil avec le grand schisme. Donc, comme j'ai mentionné, comme il a mentionné, Michael Hudson, en excommuniant l'église orthodoxe centrée à Constantinople,
et sa population chrétienne, le grand schisme a créé la fatidique ligne de démarcation religieuse qui sépare l'Occident de l'Orient depuis le dernier millénaire. Cette division est si importante que Vladimir Poutine l'a citée dans son discours du 30 septembre, discours que nous avons toujours dans un coin ici parce que il est constamment cité. Pour décrire la rupture actuelle avec les économies occidentales centrées sur les États-Unis. Ainsi, au XIIe et XIIIe siècle, le conquérant normand de l'Angleterre, de France et d'autres pays, ainsi que les rois allemands, ont protesté à plusieurs reprises et ont été excommuniés à plusieurs reprises aussi, mais ont finalement succombé aux exigences papales. C'est pas bien ça. Il a fallu attendre le XVIe siècle pour que Martin Luther, Ulrich Zwingli et Henri VIII créent enfin une alternative protestante à Rome, rendant ainsi la chrétienté occidentale multipolaire. Pourquoi c'était aussi long 4 siècles? Est-ce que nous, on va encore subir 4 siècles? En fait, quand l'histoire se répète toujours en miniature, parce que les choses vont en s'accélérant, on va dire. Ou en tout cas, on connaît déjà les... On a déjà créé les... Comment ça s'appelle? Dans le cerveau, quand tu as déjà créé des connexions neuronales pour aboutir à une idée, la fois suivante, les connexions neuronales sont déjà présentes, et donc la fois suivante, ça va plus vite. C'est pas inopportun comme analogie, parce que c'est ce qui se passe dans l'histoire. Je sais pas où se trouve, enfin j'ai une petite idée, mais on sait pas où se trouvent ces connexions neuronales, ces associations d'idées. On sait pas comment, comment ça marche, mais quand même, en fait, dans les faits, quand on met longtemps à comprendre et à agir à l'échelle historique, la fois d'après où la même chose se reproduit, où le même concept a à nouveau lieu, eh ben, on trouve beaucoup plus rapidement la solution. Ça, c'est les jolies choses de l'histoire. Et donc, si on connaissait ça, enfin, si les méchants prenaient compte de ça, s'ils en tenaient compte, ils feraient attention à ne pas utiliser les mêmes concepts que ceux qui n'ont pas marché. Mais bon, c'était juste une parenthèse, ne leur dites pas, hein. Ceux qui gardent ça entre nous. Parce que c'est beaucoup plus facile à démonter quand c'est la deuxième et la troisième fois. La blague est moins drôle, hein, la deuxième fois. Donc dans la nouvelle guerre froide actuelle, l'idéologie néolibérale de l'Occident mobilise la peur et la haine de l'autre, diabolisant les nations et suivant une voie indépendante comme des régimes autocratiques. Ils suivent une voie indépendante comme des régimes autocratiques qu'ils sont et dont ils dénoncent les autres d'être. Le racisme pur et simple est encouragé à l'égard des peuples entiers, comme le montrent la russophobie et la cancel culture qui sévissent actuellement en Occident. Dites-leur hein, quand même aux gens de la cancel culture qui sont des pratiquants du concept qui est à la base du racisme. C'est assez flagrant, normalement on peut se sentir, hein, on a un petit frisson hein, quand on voit ça, on est censé se dire oh c'est pas bien de faire ça. Voilà, tout comme la transition multipolaire de la chrétienté occidentale à la nécessité. L'alternative protestante du XVIe siècle, la rupture du cœur de l'Eurasie avec l'Occident de l'OTAN, centrée sur les banques, doit être consolidée par une idéologie alternative concernant la manière d'organiser des économies mixtes, publiques-privées, et leurs infrastructures financières. Oui, parce que c'est plus sophistiqué que tout public ou tout privé. Le nouveau système, lui, c'est un système mixte public-privé. Bref, avec toutes ces analogies et tout ce texte que je vous laisse continuer à lire plus tard, Michael Hudson a, comme d'habitude et comme souvent, plombé un article d'une très grande pertinence, que évidemment Pepe Escobar n'a pas manqué de lire et de saisir il n'a pas manqué de s'en saisir pour en parler dans son article. Et ben justement, lui, il va faire un résumé plus succinct que ce que nous on a fait. Tout ça pour continuer sur la question de Scholz et Xi Jinping en Chine. Alors, le professeur Hudson explique en détail
comment la papauté romaine est parvenue à s'assurer un contrôle unipolaire sur les royaumes séculiers. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On l'a compris. Oui, on a compris, je vous ai expliqué, mais c'est ça. Si tu n'as pas lu l'article de Hudson avant, tu es le client de cette question. Alors que le jeu consistait à faire prévaloir la papauté sur les rois, en particulier les saints empereurs romains germaniques, comme nous le savons à moitié en plaisantant, l'Empire n'était pas exactement saint ni allemand, peut-être un peu romain, mais même pas un empire. Et une clause des dictats papaux donnait au pape l'autorité d'excommunier quiconque n'était pas en accord avec la paix, pas en paix, pardon, avec l'Église romaine. Ok. Hudson note avec acuité comment les sanctions américaines sont l'équivalent moderne de l'excommunication. On peut soutenir qu'il y a des dates top 2 dans tout le processus. La première serait le troisième concile œcuménique de 435. Ça nous ramène 1500 ans en arrière. C'est à ce moment-là qu'on a attribué à Rome, et ça c'est moi qui le souligne, Pépé, l'autorité universelle, l'universelle autorité, c'est encore lui qui souligne. Alexandrie et Antioche, par exemple, étaient limitées à une autorité régionale au sein de l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Empire romain, c'est l'hégémon, et Alexandrie et Antioche, ce sont nos dominions. Et c'est important d'assimiler ces termes maintenant parce que ça nous pend au nez, cette histoire. L'autre grande date est 1054, lorsque Rome et Constantinople se sont séparés pour de bon. En d'autres termes, l'Église catholique romaine est séparée de l'orthodoxie, ce qui nous amène à la Russie et à Moscou en tant que troisième Rome, et à l'animosité séculaire de l'Occident contre la Russie. Troisième Rome, évidemment, tu le mets là, on a un tag pour ça, parce que c'est énorme hein, comme sujet, il y a 43 articles, mais vas-y, lis-les tous. Là, tu verras que c'est énorme. Bref, ici, on arrive à un sujet extrêmement important, encore une fois. Un état de loi martiale. Le professeur Hudson se penche ensuite sur le voyage de la délégation du chancelier Scholz. Saucisse de foie. Tu vois, il y a un peu une tête à aimer la saucisse de foie, mais ça se voit, c'est sûr. En Chine, cette semaine, pour exiger qu'elle démantèle son secteur public. Alors, attends, parce que là, c'est important, on n'est pas dans la même explication que Badra Kumar juste avant. La question ici, c'est que Scholz, Mister Saucisse de foie, était parti en Chine pour officiellement exiger que la Chine démantèle son secteur public et cesse de subventionner son économie, faute de quoi l'Allemagne et l'Europe imposeront des sanctions sur le commerce avec la Chine. Ça, c'était la mission. C'est un peu surprenant parce que tu ne peux pas comprendre, parce que juste avant, tu as bien vu que son voyage en Chine, il était très fortement réprimé par ses propres collègues infiltrés américains, atlantistes. Et bref, l'idée apparemment c'est qu'il n'aurait même pas pu faire ce voyage si il avait dit exactement ce qu'il voulait faire. Donc il devait, à mon avis, avoir un prétexte et une mission qui colle avec les besoins de l'hégémon atlantiste. Et donc, sa mission officielle, on va dire, c'était d'exiger que la Chine démantèle son secteur public. Rien que ça, hein. Eh bien, il se trouve que ces demandes-là ne sont qu'un vœu pieux enfantin, exprimé par le Conseil allemand des relations étrangères, c'est un peu comme le CFR en Allemagne, dans un article publié sur le Financial Times, la plateforme à capitaux japonais de la City de Londres. Le Conseil, comme le décrit correctement Hudson, est le bras néolibéral libertaire de l'OTAN qui exige la désindustrialisation
et la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis des États-Unis. Donc déjà, l'OTAN agit au-dessus de la politique, donne des ordres et exige des choses. Donc ça, vu comme ils rigolent pas avec ça, et qu'ils ont des guns en plus sur eux, il vaut mieux faire comme si. Bref, ainsi, le FT. Je sais pas ce que c'est le FT, tu me diras. Hein. Comme on peut s'y attendre, imprime les rêves humides de l'OTAN. Le contexte est essentiel parce que le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier, c'est lui le président, c'est pas l'autre. Le chancelier, c'est rien. Dans un discours programme prononcé au château de Bellevue, a pratiquement admis que Berlin est foutu. Une ère de vent contraire commence pour l'Allemagne. Des années difficiles, très difficiles, s'annoncent pour nous. L'Allemagne traverse la crise la plus profonde depuis sa réunification. Pourtant, la schizophrénie, une fois de plus, règne en maître, puisque Steinmeier, qui est méchant, après une cascade ridicule à Kiev, avec pose en acteur involontaire recroquevillé dans un bunker, a annoncé une aumône supplémentaire de 2 lance-roquettes multiples Mars. Alors, on les connaît un peu, ces lance-roquettes, ils sont bien. Hein. Bon, supplémentaire et 4 busiers, je sais pas quoi, à livrer aux Américains. Ainsi, même si l'économie mondiale, en réalité, l'UE, est tellement fragilisée que les États membres ne peuvent plus aider Kiev sans nuire à leur propre population, et que l'UE est au bord d'une crise énergétique catastrophique. La lutte pour nos valeurs dans les pays 404 l'emporte surtout. Les pays 404, c'est le nom que donne Andrei Martyanov au départ. Comme ils sont très copains maintenant, ils rigolent beaucoup ensemble. Les expressions circulent de l'un à l'autre. Ils ont des expressions comme ça, comme le QI à température ambiante ou les pays 404. C'est nous. Hein, il n'y a pas de réponse. Il n'y a personne. Toc toc. Bon, bref. Les pays 404 donc sont déconnectés de la réalité. Et quand même, ils continuent à envoyer des petites armes à des... à leur... comment ça s'appelle déjà? Chair à canon, qui vont mourir au combat, pour la gloire de rien du tout. Le contexte général est également essentiel. Andrea Zoc, professeur de philosophie éthique à l'université de Milan, a porté le concept d'état d'exception de Giorgio Agamben à de nouveaux sommets. Alors lui aussi, faut quand même pas que tu loupes le truc. Il y a de quoi faire, hein, tu trouveras. Ok. Zoc propose que l'Occident collectif zombifié soit désormais complètement soumis à un état de loi martiale et une éthique de guerre éternelle est la priorité ultime des élites mondiales raréfiées, ou en tout cas dont l'oxygène est raréfié. J'aime bien hein, toute comment ça s'appelle, la terminologie qu'il utilise pour décrire les choses. C'est ça qui fait le côté vraiment sympa de Pepe Escobar, sympa à lire. Parce que c'est de l'information, hein, c'est de la vraie information, ce sont des faits à connaître, des choses à savoir. Et en même temps, il te plonge tout ça au milieu d'une terminologie qui est, qui est parlante en elle-même. Donc l'Occident collectif zombifié, complètement soumis à un état de loi martiale. Alors ça, c'est pas du tout figuratif, hein, c'est le but, objectif. Vraiment, le but, c'est de créer une situation de guerre, de conflit civil, de façon à pouvoir enfin imposer une interdiction de sortir de chez soi. Ça vous dit quelque chose? C'était ça, hein, habituer les gens à ça pour pouvoir ensuite continuer à empêcher les gens de sortir de chez eux, à les maintenir en prison chez eux, de façon ensuite à pouvoir confisquer les biens, de façon à pouvoir ensuite assumer une complète domination extrême
de toutes les populations d'Europe. C'est l'objectif noir sur blanc des Américains. Et à chaque fois qu'on dit oui, oui, vous avez raison, ben, on signe pour notre propre emprisonnement. Donc c'est de la folie totale hein, ce qui se passe, c'est hallucinant. Mais l'état de loi martiale, c'est le premier ici à en parler, c'est Pepe Escobar. C'est un truc qu'on a senti venir, qu'on a vu venir, qu'on sait que ça arrive. Et comme souvent, ben, ça finit par apparaître de façon inéluctable dans ce qui est présenté au petit public de la presse alternative, qui ensuite sera répercuté dans le moyen public de la presse moyenne alternative, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles des gens. Mais en général, quand ça arrive aux oreilles des grands publics, il est quasiment trop tard. Mais c'est quand même important parce que les auteurs et les analystes de la presse alternative sont quand même très très lus par les personnes les plus actives dans la réalité et en politique. Donc nous, ça nous suffit. C'est important de le souligner. État de loi martiale, c'est un truc à super souligner très fort. Bref, Zoc, qui ressemble un peu au nom de... Dans Superman, il y a un méchant qui doit s'appeler comme ça, je crois, propose que l'Occident collectif zombifié soit désormais complètement soumis à un état de loi martiale où une éthique de guerre éternelle est la priorité ultime des élites mondiales raréfiées. Toute autre variable, du transhumanisme à la dépopulation et même à la culture d'annulation, est subordonnée à l'état de loi martiale et est fondamentalement inessentielle. Ça aussi, c'est censé... Ça vous dit quelque chose? La seule chose qui compte est l'exercice d'un contrôle absolu et brut. Mais là, putain, mais ça, je vais le citer, je vais le mettre sur Twitter. Parce que... Voilà, Paris, non, Berlin, Moscou, Pékin. De solides sources économiques allemandes contredisent complètement le message délivré par le Conseil allemand des relations extérieures sur le voyage en Chine. D'après ces sources, la caravane Scholz s'est rendue à Pékin essentiellement pour définir les étapes préparatoires à l'élaboration d'un accord de paix avec la Russie, avec la Chine comme messager privilégié. C'est littéralement aussi explosif géopolitiquement et géoéconomiquement que possible. Comme je l'ai souligné dans l'une de mes précédentes chroniques, Berlin et Moscou ont maintenu un canal de communication secret via des interlocuteurs commerciaux, jusqu'à la minute où les suspects habituels, en désespoir de cause, ont décidé de faire sauter les Nord Stream. Suivi, ça aussi, Alastair Cook en avait parlé, voir nos précédents numéros, suivi du désormais célèbre SMS envoyé par la folle Liz Truss sur son iPhone, Little Tony Blinken, 1 minute après les explosions. Ouais, ça y est, on a envoyé un truc. Mais t'es con, faut pas le dire par SMS, putain. Mais virez-la, cette meuf. Oh, mais qu'est-ce qu'elle déconne. Ce n'est pas tout, la caravane Scholz essaie peut-être de lancer un processus long et alambiqué. Alors ça va être long et alambiqué, hein, visant à remplacer les États-Unis par la Chine comme allié clé. Et il ne faut jamais oublier que le premier terminal de commerce connectivité de la Belt and Road Initiative dans l'UE et l'Allemagne, c'est-à-dire la vallée de la Ruhr. Et il ne faut jamais oublier, il faut savoir, il faut comprendre, il faut visualiser que le premier terminal de commerce de la connectivité de la ceinture et route est l'Allemagne. Elle arrive là, c'est son débouché, c'est son but. Elle traverse le monde pour arriver chez nous. C'est pas pour rien, quoi. Selon des sources, si cet effort est couronné de succès, alors l'Allemagne, la Chine et la Russie pourront s'allier ensemble et chasser les États-Unis d'Europe. Là, on est vraiment dans le scénario victoire. Une autre source a fourni la cerise sur le gâteau. Olaf Scholz est accompagné dans ce voyage par des industriels allemands qui contrôlent réellement l'Allemagne et ne vont pas rester les bras croisés à se regarder être détruits. Au moins, il y en a qui ont la tête sur les épaules dans l'affaire. Moscou, en tout cas, c'était pas le cas de Mercedes-Benz et quoi t'as dit déjà tout à l'heure? Ça, ce sont ceux qui sont pas allés. Mercedes, SAP, Continental. Bon, t'as des pneus, de l'informatique, des voitures.
des perceuses, des machines à laver aussi. Pas grave, hein, on en trouve d'autres. Mais ceux qui contrôlent réellement l'économie allemande, eux, ils sont venus avec lui. Moscou sait très bien quel est l'objectif impérial lorsqu'il s'agit de voir l'UE réduite au rôle de vassal totalement dominé et désindustrialisé. Ça, c'est le mot-clé quasiment le plus important de l'année. C'est le mot de l'année. C'est le but. Parce qu'en fait, dès qu'on parlait de énergie verte, etc., on parle de désindustrialisation. Dès qu'on parle d'écologie, on parle de ça. Dès qu'on parle de tout, en fait, voilà, on parle de ça. C'est faire ruiner les entreprises et les anéantir de façon à créer une dépendance. La dépendance, c'est le principe d'un hégémon, d'une domination. Dès qu'on est en situation de dépendance, il n'y a, y a pas de commerce à proprement parler possible. Parce qu'un commerce, c'est censé être un échange équitable, où tu dis je veux ça, et en échange, je te donne une chose de la même valeur. Mais quand tu es dans une situation de dépendance, on peut te faire payer 3 fois le prix pour ce dont tu as besoin. Quand tu n'as plus rien à manger, tu es prêt à vendre, à vendre tes enfants, ta famille, pour avoir un steak. Normalement, enfin, quand même pas jusque-là, mais l'idée c'est que voilà, la hausse des prix, l'inflation, c'est un synonyme d'une perte d'équité dans les échanges, et donc d'une dépendance. Et plus la dépendance est forte, et plus l'équilibre et l'égalité qui permet de faire des transactions équitables, plus cet équilibre est rompu. Et c'est tout l'intérêt du business qui consiste à accumuler le maximum de fric. Donc, c'est la désindustrialisation, un des débouchés logiques du capitalisme en termes généraux. Hein, Marx, tu l'avais pas vu ça? Bon, bref. Comment ça se conduit à son autodestruction, en fait. Bref, réduite au rôle de vassal. Lui aussi, hein, Escobar, il dit des choses tellement claires et nettes, simples à comprendre, que t'as pas à aller chercher plus loin que ce qu'il dit. Hein. C'est ça, c'est tout. Totalement dominé, désindustrialisé, exerçant une souveraineté nulle. Après tout, les voies détournées ne gisent pas en lambeaux au fond de la mer Baltique. De plus, la Chine n'a pas laissé entendre que son commerce massif avec l'Allemagne et l'UE était sur le point de disparaître. Non, non, c'est pas son intérêt non plus. Alors Scholz, du coup, lui-même, un jour avant que sa caravane n'atteigne Pékin, a souligné aux médias chinois que l'Allemagne n'avait aucune intention de se découpler de la Chine et que rien ne justifiait les appels de certains à s'isoler. En parallèle, Xi Jinping, le nouveau Politburo fraîchement élu, sont très au fait de la position du Kremlin, réitérée encore et encore. Nous restons toujours ouverts aux négociations, pour peu que Washington se décide enfin à parler de la fin de l'expansion illimitée de l'OTAN, arrosée de russophobie. Il faut qu'ils arrêtent leurs conneries, en fait, hein, c'est tout ce qu'on leur demande. Négocier signifie donc que l'Empire signe sur la ligne pointillée du document qu'il a reçu de Moscou le 1er décembre 2021, axé sur l'indivisibilité de la sécurité. Sinon, il n'y a rien à négocier. Ça. Donc, voilà. Tu comprends la phrase, ça veut dire que négocier, ce qu'on appelle négocier, c'est juste signer le papier qui a été donné. Le papier qui a été donné, il spécifie l'indivisibilité de la sécurité. C'est quand même un papier qui est très légitime, parce qu'il implique la réciprocité et l'égalité entre les États, disant que la sécurité des uns influe sur la sécurité des autres, elle ne peut pas être faite au détriment de celle des autres, donc la sécurité des pays doit tenir compte donc des autres pays. C'est pour ça qu'on parle le plus souvent d'architecture de la sécurité. Le terme architecture, c'est aussi le deuxième mot de l'année, hein, l'année 2022. On a vu apparaître le mot architecture, qui ne veut plus rien dire au niveau des bâtiments et des constructions, mais c'est un mot systémique. Donc, et c'est porté par ce contrat sur l'indivisibilité de la sécurité, qui n'a pas voulu être signé par l'Empire, mais à la fin,
ils n'auront plus le choix. Il n'y a rien à négocier, tu signes, c'est tout. Et c'est ça, hein, c'est ça le but. Quand ce truc sera signé, on n'aura plus de problème, ce sera fini. Et lorsque le lobbyiste de Pentagone, Lloyd Rayton Austin, conseille officiellement aux Ukrainiens d'avancer sur Kherson, quel enculé, il est encore plus clair qu'il n'y a rien à négocier. Ils ne voudront pas signer, ils ne voudront rien faire, ils continueront jusqu'à la mort. Donc, ben voilà, c'est la guerre, hein, c'est tout. Tout ceci pourrait-il être la première pierre du corridor géopolitique, géoéconomique, Trans-Eurasie, Berlin, Moscou, Pékin. Ça signifie bye bye empire. Si jamais ça marche, son truc, si le, la ceinture et route débouche en Allemagne, comme il se doit et comme c'était prévu que ça se passe, si la connexion est faite, si le courant passe, si la ligne de neurones est consolidée, à partir de là, ce sera bye bye, empire. Une fois de plus, c'est pas fini tant que la grosse dame n'a pas fait son gros Gotterdammerung. Alors son gros Gotterdammerung, c'est pas son gros caca en fait. Son gros Gotterdammerung, la grosse dame, c'est la chanson du moment où l'Empire, arrivé à sa fin, connaît le chaos à l'intérieur même de ses frontières, de ses limites, et que il est en train de vivre ses derniers moments. Merci, bonsoir, à bientôt.